Nous avons un nouveau rebondissement dans le mystère de la mort de Nolan Wells dont nous voulons parler. Ses amis, qui sont désormais sous le coup de soupçons et de rumeurs et qui engagent des avocats, peut-être sur le point d'engager des poursuites judiciaires, se sont rendus sur l'île Barrière, près de l'endroit où le corps de Nolan a été retrouvé. Pourquoi? Qu'est-ce que cela signifie pour l'enquête? Qu'est-ce que cela signifie pour la recherche de la vérité? Parlons-en. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Nous avons une mise à jour sur l'affaire Nolan Wells dont nous voulons parler. Des amis de ce joueur de football universitaire décédé, âgé de 18 ans, se seraient rendus sur Horn Island à la fin de la semaine dernière, vendredi. Rappelez-vous, le corps de Nolan a été retrouvé sur le rivage près de cette île Barrière le 6 juillet, après une sortie en bateau pendant le week-end du 4 juillet avec ses amis. Et c'est important. Selon TMZ, les jeunes hommes ici, Warren Hudson et Jack Spatalo, ont emmené leurs avocats, G. Tyler Cox et Edward Andrew Palcic, pour enquêter. Il semble qu'ils mènent peut-être leur propre enquête indépendante, après avoir engagé un avocat. Et tout cela fait suite à des menaces signalées qu'ils auraient reçues. Il y a eu des spéculations en ligne selon lesquelles ils seraient d'une certaine manière impliqués dans ce qui est arrivé à Nolan. Pour être clair, il n'y a rien que nous ayons vu rendu public par les autorités pour confirmer cela de quelque manière que ce soit. Ils nient toutes les allégations. Et d'ailleurs, les avocats représentent également une autre personne présentée comme proche de Nolan, Morgan Seymour. Et l'enquête du bureau du shérif du comté de Jackson serait toujours en cours. Et même si des sources affirment que l'autopsie officielle a été réalisée, les résultats n'ont pas été rendus publics. Il est rapporté que cette affaire sera présentée à un grand jury pour d'éventuelles poursuites pénales, ce qui, à notre connaissance, est la procédure selon la loi du Mississippi. Mais après cela, c'est lors du grand jury que nous pourrions voir les résultats de cette autopsie et du rapport toxicologique. Mais écoutez, au final, nous ne savons même pas si un crime a été commis ou aurait été commis en lien avec la mort de Nolan ou l'enquête d'une quelconque manière. Il n'y a eu aucune inculpation pénale. Il n'y a eu aucune arrestation. Il y a eu 3 arrestations en lien avec ceux qui auraient proféré des menaces. Nous en avons déjà parlé. C'est autre chose. Mais voici où cela devient vraiment intéressant concernant ce retour sur l'île. Donc, selon TMZ, l'avocat Cox a dit que les choses sont devenues très émouvantes lorsque ces hommes sont retournés à Horn Island. Cox aurait déclaré que le voyage a été difficile pour Warren et Jax parce que c'est le dernier endroit où ils ont vu leur meilleur ami. À plusieurs reprises, nous avons dû faire une pause et leur laisser de l'espace. Il a souligné que Nolan était comme un frère pour eux, que Nolan les aimait, qu'ils n'ont même pas eu l'occasion de faire leur deuil correctement. Cox a dit qu'il voulait montrer à l'avocat Palcic ce qu'on appelle la machine à laver. Il s'agit apparemment d'une partie de l'île où les marées créent une sorte d'effet de tourbillon. Palcic aurait confirmé que c'était les mêmes conditions que lorsque Nolan a disparu et a ensuite été retrouvé mort. Et selon lui, il s'agit notamment d'une eau trouble, de conditions non propices à la baignade. Pour être clair, nous ne savons pas si cela a joué un rôle dans la mort de Nolan. Et non seulement nous ne connaissons pas les résultats de l'autopsie officielle, mais aussi de l'autopsie indépendante, n'est-ce pas? Celle qui a été commandée par la famille de Nolan, qui mène sa propre enquête indépendante par l'intermédiaire de leur avocat, Ben Crump, a indiqué que la cause et les circonstances du décès étaient indéterminées. Maintenant, cela semble être en partie parce que le corps de Nolan, celui qui a été reçu par ce pathologiste privé, il manquait des parties de la gorge. Apparemment parce que le médecin légiste de l'État, n'est-ce pas, menait des analyses supplémentaires. Mais si vous vous souvenez, le récit que nous avons entendu est que la dernière fois que les amis ont vu Nolan, c'était quand il a quitté leur bateau pour rester à Horn Island, soi-disant pour parler à une jeune femme. Selon un rapport du département des ressources marines, les amis qui étaient avec Nolan ont déclaré, je cite, que lorsqu'ils sont partis, il était en compagnie d'une femme inconnue et qu'il avait choisi de rester sur l'île. Cependant, la famille de Nolan a dit que cela n'a pas de sens, que Nolan ne serait pas parti seul. Même l'un des amis de Wells, Javon Williams, a déclaré à CNN « Je n'ai jamais connu Nolan du genre à rester en arrière pendant que ses amis partaient. Il a toujours été du genre que, s'il venait avec toi, il repartait avec toi. Il a toujours été comme ça, à chaque fois. » Dans une déclaration au public le 9 août, les avocats Palcic et Cox ont déclaré en partie que leurs 3 clients, je cite, sont des jeunes hommes totalement innocents. Chacun d'eux aimait Nolan Wells comme un frère, et chacun est hanté jusqu'au plus profond de son âme par la mort tragique de Nolan. Pour aggraver la tragédie, des hordes d'escrocs, d'opportunistes et de vautours se sont abattus sur la belle communauté d'Ocean Springs, Mississippi. Leur objectif est de diviser une ville, d'alimenter des agendas politiques et de tirer profit de cette tragédie. Nous, en revanche, ne nous occupons que de preuves, de faits et de réalités. Nous ne diffamerons jamais, deviner ou spéculer. Et voici la vérité. Nous ne savons pas comment Nolan Wells est mort. Mais ce que nous savons sans aucun doute, c'est ceci.
Warren, Jax et Morgan n'ont strictement rien à voir avec la mort de Nolan. À tous ceux qui ont diffamé ces braves gens d'Ocean Springs, nous vous recommandons avec la plus grande fermeté de présenter immédiatement vos excuses et de rétracter vos mensonges. Sinon, nous vous poursuivrons en justice plus vite que vous n'aurez le temps de dire jugement hâtif. Et c'était intéressant. Selon The Sun Herald, l'avocat Palzik a annoncé que lui et l'avocat Cox prévoient de déposer des poursuites contre 2 personnes actuellement non identifiées. Que les plaintes seraient rédigées, je cite, presque immédiatement, ajoutant qu'ils, je cite, ont travaillé sans relâche pour identifier les auteurs spécifiques qui, en vertu de la loi, ont diffamé Warren, Jax et Morgan. Je peux seulement vous dire qu'il s'agit de 2 personnes qui seront très reconnaissables. Très bien, avant d'aller plus loin, je dois dire quelque chose. Je sais que c'est un peu un revirement, mais c'est un excellent sponsor. Si vous dirigez une entreprise, vous savez que gérer une entreprise est déjà assez difficile. Alors pourquoi compliquer les choses en faisant tout manuellement? Il y a une collecte de fonds sur Give, Send, Go qui a été organisée pour un fonds de défense juridique. Ce fonds a actuellement recueilli plus de 166 000 $, soit 166 000 $. Et il est indiqué en partie, je cite, « Depuis la mort de Nolan, Warren Hudson, Jax Patalo, Morgan Seymour et beaucoup d'autres ont été submergés par des menaces de mort, des menaces de violence et de la diffamation. Ils ont été faussement et injustement accusés par des personnes en ligne et dans les médias d'avoir, directement ou indirectement, joué un rôle dans la mort de Nolan. La plupart d'entre eux n'ont même pas pu assister aux funérailles de leur meilleur ami. Pourquoi? Parce que des provocateurs raciaux ont envoyé une armée de personnes dérangées contre eux en ligne au nom de la justice. Depuis le début de l'enquête, ces jeunes hommes ont coopéré avec les autorités, remis toutes les informations qu'ils avaient et fourni un nombre impressionnant de témoins attestant de leur présence. Certains d'entre eux ont même déclaré avoir pris la parole publiquement pour se défendre contre des accusations sans fondement. Mais malheureusement, il est devenu évident que la vérité n'a pas d'importance. Notre premier objectif est de collecter des fonds pour défendre ses amis contre les actions civiles pour décès fautifs intentées par l'avocat Ben Crump et son équipe. Notre deuxième objectif est de financer une équipe juridique solide pour poursuivre en justice la litanie de calomnie et de diffamation propagée non seulement par Crump, mais aussi par de nombreux influenceurs sur les réseaux sociaux, des médias d'information et des provocateurs locaux qui savent pertinemment ce qu'ils font. Il ne s'agit pas de faire taire les discussions légitimes ou les désaccords respectueux. Les gens sont libres de poser des questions et d'exprimer leurs opinions. Il s'agit de poser une limite face à la diffamation, le harcèlement ciblé, les menaces de violence, le doxing, l'intimidation et les campagnes coordonnées qui détruisent des vies avant même que les faits ne soient connus. Votre don signifie que ça suffit. Sur cette chaîne, nous parlons de crimes, d'enquête et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles. Et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes. Et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Votre don signifie que l'époque où l'on exploitait une tragédie sous couvert de justice et où l'on laissait une communauté en ruine après en avoir tiré le plus d'argent possible est révolue. Nolan méritait la dignité, pas ça. Et d'ailleurs, TMZ a retrouvé Ben Crump lorsqu'il était à New York pour recueillir son avis sur ces jeunes hommes qui engagent des avocats. Il a affirmé que tout cela n'est, je cite, qu'une distraction, et a déclaré qu'ils sont, je cite, concentrés sur la découverte de la vérité concernant ce qui est arrivé à Nolan Wells. C'est tout ce qui compte pour nous. Très bien. Laissez-moi accueillir le sergent John Rappa, ancien détective de la brigade des homicides, expert en interrogatoire et en entretien, auteur du nouveau livre Extracting the Truth, A Detective's Playbook. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci, j'apprécie vraiment. Merci de m'avoir Merci de m'avoir invité. Bien sûr, avant même que nous abordions la raison de leur visite sur l'île ou ce qu'ils pourraient retirer de cette visite, je dois vous demander, selon votre avis professionnel, que ces 3 jeunes hommes, ces amis de Nolan, ont déjà été interrogés par les forces de l'ordre. J'ai l'impression qu'ils ont déjà dû être interrogés s'ils, vous savez, auraient pris un avocat.
disant qu'ils pourraient engager des poursuites contre ceux qu'ils estiment dire des choses fausses à leur sujet. Ils ne se sentiraient pas aussi confiants. Ils ne feraient pas ça à moins de n'avoir rien à cacher. À moins que, vous savez, ils aient déjà été interrogés et innocentés. Enfin, dites-moi. Ouais. Je serais absolument choqué si les forces de l'ordre n'avaient même pas essayé de les interroger. Maintenant qu'ils aient parlé ou coopéré au début, et j'imagine qu'au début, d'après ce que je comprends de l'affaire, ils ont affirmé s'être inquiétés pour leur ami Nolan. Et l'un des individus est celui qui a initialement appris les gardes-côtes, selon certains des rapports que je reçois. Donc, je peux imaginer qu'au début, ils étaient coopératifs, et je ne peux pas imaginer que les forces de l'ordre n'aient pas interrogé toutes les personnes qui étaient sur ce bateau. Si je devais parier mon salaire là-dessus, oui, absolument. Ça a dû avoir lieu, ou au moins une tentative. Parce que sinon, malgré ce qu'on dit à leur sujet, ils auraient pu simplement rester silencieux. Mais le fait qu'ils s'expriment, et le fait que, tu sais, on voit même certains des amis, tu sais, accorder des interviews à l'officier Brandon Tatum. J'ai Et vu ça. maintenant, tu sais, ils prennent des avocats. Pour moi, d'un point de vue juridique, cela signifierait simplement qu'il semble qu'il n'ait aucun rôle là-dedans. Je sais qu'on se demande encore s'il y a même eu un crime en lien avec la mort de Nolan, ou l'enquête. Enquête. Je pense juste que cela peut toucher à leur crédibilité. Mais quelqu'un pourrait aussi regarder ça et dire « Tu te trompes complètement, Jesse. » Oui, tu sais, ça dépend de quel côté tu te places, non? Ton point de vue, ce que tu viens de dire, a parfaitement du sens. Et je suis plutôt d'accord avec toi. Mais quand tu regardes le camp opposé, je peux comprendre qu'ils disent, eh bien, tout ça n'est qu'une manœuvre pour tromper le public. Et tu sais, malheureusement, c'est comme ça que ça va être interprété selon les points de vue, parce qu'il y a un grand fossé en ligne sur la question de savoir si ces jeunes l'ont fait ou non. 100%. Ils ne sont même pas accusés. Absolument. Oui, c'est ça. C'est tellement difficile de séparer ce qui sort vraiment, ce qu'est la vraie information, de tout le bruit autour. Et cela ne minimise en rien ce que la famille traverse. Cela ne minimise pas le fait que la famille ressent le besoin d'une enquête approfondie, que certains commentaires des forces de l'ordre au début étaient peut-être trop rapides à dire « pas d'intervention criminelle », rien à voir ici. Peut-être que c'est le cas, peut-être que les forces de l'ordre ont été trop rapides à conclure cela. Je veux dire, quel est ton avis là-dessus? Alors, laisse-moi commencer par dire ceci. Et nous parlons de différents types d'affaires ici, mais c'est presque la même chose, tu vas voir où je veux en venir. Dans presque chaque cas où, disons hypothétiquement, il s'agissait d'un suicide. J'ai travaillé sur de nombreux suicides et la famille, dans 70 à 80% des cas sur lesquels j'ai travaillé, et je ne blâme pas la famille de ressentir cela. Je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire. Dans 70 à 80% des cas de suicide sur lesquels j'ai travaillé, ils n'ont jamais cru que leurs proches s'étaient réellement suicidés. Ils ont toujours attribué cela à autre chose. Peut-être qu'ils ont été piégés, que c'était un meurtre maquillé, et j'entendais ça très souvent. Donc je comprends parfaitement pourquoi la famille ressent cela, et je ne leur en veux absolument pas. Ce qui me rend fou, c'est une partie de la rhétorique en ligne de personnes qui ne sont pas impliquées. Je peux tout à fait comprendre pourquoi la famille de Nolan, pourquoi ils se sentiraient ainsi. Il est tout à fait normal et naturel pour eux de vouloir remettre en question ce qui s'est passé. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de louche? Est-ce que les enfants en sont responsables? Est-ce qu'ils lui ont fait du mal? Est-ce qu'ils l'ont laissé derrière eux par négligence? Vous savez, quoi qu'il se passe dans leur tête en ce moment, dans l'esprit de la famille de Nolan, je comprends parfaitement pourquoi que ces enfants aient fait quelque chose de mal ou non. Je comprends tout à fait pourquoi ils ressentiraient cela. Pourquoi visiter l'île avec leurs avocats? Qu'espèrent-ils apprendre en visitant l'île? Donc, je peux comprendre pourquoi ils y retourneraient. Vous savez, il y a une grande différence entre se souvenir d'un endroit et se tenir physiquement à cet endroit. N'est-ce pas? Donc, les distances paraissent différentes, les lignes de vue paraissent différentes, tout paraît différent. Et donc, quand on parle de remémoration, l'une des choses que j'enseigne, c'est la remémoration. Et j'enseigne, surtout quand il s'agit de victimes et de témoins, de se concentrer sur les 5 sens. Et l'une des raisons pour lesquelles je fais cela, c'est que par exemple, Jesse, si tu entends une chanson que tu n'as pas entendue depuis 10, 15, 20 ans, cette chanson te ramènerait à une époque presque instantanément. Et ce qui est remarquable à ce sujet, c'est que tu pourrais commencer à te rappeler des souvenirs que tu aurais autrement oubliés. Tout le monde fait ça, que ce soit avec une chanson que tu as entendue, quelque chose que tu as entendu, peut-être une odeur, le toucher, le ressenti, le goût, des choses de ce genre. Donc, nous nous concentrons sur les 5 sens lorsqu'il s'agit de témoins. Et donc, je ne sais pas pourquoi ces enfants sont retournés, pourquoi leurs avocats voulaient qu'ils y retournent. Je n'en ai aucune idée. Mais je peux supposer que tout paraît différent. C'est plus facile de dire une chose, mais quand tu es là,
que tu peux le ressentir, que tu peux le sentir et que tu es entouré de tout ça, tu commences à te rappeler des choses que peut-être tu sais. Tout paraît vraiment différent. Donc, je pense vraiment que ça pourrait vraiment aider à se souvenir. En fait, si je menais l'enquête et que les témoins étaient d'accord, que les enfants acceptaient de revenir avec moi, c'est quelque chose que j'aurais suggéré. Hey, retournons sur l'île et parlons de ce qu'on voit ici. Donc, je ne sais pas précisément pourquoi ils y sont retournés, mais je peux supposer, d'après le type d'enquête que j'ai menée, pourquoi je voudrais faire ça. Ce serait aussi, que vous soyez enquêteur ou avocat, pour comparer leur première version de l'histoire avec l'apparence de la zone. J'imagine que c'est ça, non? Pour voir, vous savez s'il y a la moindre incohérence. Bien sûr, absolument. Et écoutez, vous avez raison, il faut vérifier les déclarations, n'est-ce pas? Les témoins peuvent, parce que je peux vous assurer que ces enfants n'étaient pas les seules personnes à qui ils ont parlé. Je suis sûr que toutes les personnes présentes sur cette île, ils vont leur parler. Donc, que vous soyez avocat ou dans les forces de l'ordre, il faut comparer les déclarations. Il faut vérifier les déclarations. Je l'ai dit 1000 fois dans ma carrière, surtout quand j'enseigne. Les témoins peuvent se tromper, n'est-ce pas? Pas par malveillance ou parce qu'ils essaient de cacher quelque chose, mais parce que la mémoire est imparfaite. Donc, j'aimerais retourner sur place et tout examiner. Et j'aimerais vérifier les déclarations de tous les témoins impliqués, y compris les jeunes hommes concernés. Vous savez, c'est intéressant. Je regarde cette déclaration du Sun Herald. L'avocat Cox avait dit à propos de l'avocat Paltzik, Edward Andrew Paltzik. Maintenant qu'Edward fait partie de l'équipe, il doit voir l'île de ses propres yeux. Non pas pour recueillir des preuves, puisqu'il n'y a aucune preuve à recueillir sur Horn Island, mais pour comprendre la configuration et la dynamique de l'île. Et l'une des choses que j'avais mentionnées plus tôt, c'est qu'il y avait cette conversation à propos d'un effet de tourbillon. Donc ils ont parlé de conditions qui correspondaient, ou pouvaient correspondre, à celles du week-end où Nolan a disparu. L'effet de tourbillon de l'eau crée ces marées, et cela rend l'eau trouble. Des conditions impossibles pour nager. Cela semble suggérer que ce qui est arrivé à Nolan était peut-être un accident tragique, que s'il est entré dans l'eau, même s'il a été dit qu'il est incroyablement athlétique et un bon nageur, il pourrait y avoir un état de l'eau tel que, si on y entre, il n'y a aucun moyen d'en sortir sain et sauf. Bien sûr, ce n'est pas impossible. Je veux dire, cela aurait absolument pu arriver. Et venant de quelqu'un qui n'en a aucune idée, vous savez, je n'étais pas là. Je n'ai pas encore examiné toutes les preuves. C'est certain que, vous savez, certaines preuves ont été rendues publiques, mais tout n'a pas été rendu public. C'était l'un de mes premiers raisonnements. Vous savez, dans toute enquête à laquelle vous participez, même si vous pensez que vos gars sont coupables, il faut toujours jouer l'avocat du diable. Il faut toujours se demander, d'accord, je sais à quoi ça ressemble, mais il faut être juste envers tout le monde, y compris les suspects. Vous savez, je sais à quoi ça ressemble. Ça a l'air louche. Et je ne parle pas forcément de ce cas précis, mais en général, je sais que ça a l'air louche. Mais au final, quelles sont les autres possibilités? Parce qu'on ne veut jamais condamner un innocent. Et de la même façon, on ne veut pas que la victime d'un crime voit son affaire rester non résolue. Donc, il faut examiner la situation. Si on veut mener une enquête sérieuse, il faut la considérer sous tous les angles. Et ce que tu viens de dire, Jesse, est tout à fait possible. C'est très plausible. Donc, je comprends pourquoi il voudrait revenir et parler de cet effet de tourbillon. Comment cela affecte-t-il l'enquête? Et tu as dit enquête. Il y en a maintenant 3, n'est-ce pas? Donc, il y a l'enquête officielle menée par le bureau du shérif. Il y a l'enquête indépendante mandatée par la famille. Et maintenant, il y a cette autre enquête qui est mandatée par les amis et leurs avocats. Et maintenant, je commence à me demander comment l'une influence-t-elle l'autre? Et que se passe-t-il s'il y a des incohérences dans ce qui est découvert dans chaque enquête? Donc, vous savez, je ne pense pas. Et encore une fois, permettez-moi de préciser que le travail des forces de l'ordre est d'examiner cela de manière impartiale, avec un regard objectif. Ils doivent arriver là-bas, et bien sûr, ils vont avoir des théories, mais ils doivent tester leurs théories. Mais les forces de l'ordre, si elles font correctement leur travail, vont tout examiner de manière extrêmement impartiale, n'est-ce pas? Elles vont arriver là-bas et simplement dire « D'accord, nous devons être objectifs en regardant cela ». Malheureusement, les avocats de chaque partie concernée ne seront pas aussi impartiaux que les forces de l'ordre sont censés l'être. Ils vont toujours représenter les intérêts de leurs clients. Et donc, c'est ça que je pense. Vous savez, est-ce que cela affecterait l'enquête globale? Non, je ne pense pas que ce serait le cas du côté du bureau du shérif. Est-ce que cela affecterait l'opinion publique en général? Absolument. Souvenez-vous de cela. Une fois que la défense s'implique, vous savez, quand je dis la défense, je suis désolé, une fois que les avocats potentiels s'impliquent et que des poursuites sont engagées, ils vont commencer à s'assigner mutuellement à comparaître. Ils vont commencer à faire des dépositions.
Et ces choses-là, certaines de ces informations vont devenir accessibles au public et ils vont commencer à les rendre publiques. Donc, en ce qui concerne le tribunal de l'opinion publique, je crois vraiment à 100% que cela va l'influencer à coup sûr. Vous savez, il y aura des gens en ligne qui seront complètement divisés. Et vous savez, la seule chose à propos de mener une enquête biaisée, c'est que nous avons tendance, en tant qu'être humain, nous avons tendance à commencer à négliger les signes éventuels d'innocence et à commencer à exagérer, vous savez, selon le côté sur lequel ils se trouvent. Ils vont commencer à percevoir différentes preuves et différentes informations pour alimenter leur propre récit. Et je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis juste que c'est ce que nous faisons en tant qu'être humain. Donc, je pense que c'est le problème auquel nous allons être confrontés. Je veux revenir sur cette idée de la façon dont un procès pourrait affecter l'enquête des forces de l'ordre. Tout d'abord, même si quelqu'un intentait un procès contre quelqu'un d'autre pendant le cours de cette enquête, un procès en diffamation, et d'ailleurs, il faudrait une ou plusieurs déclarations pouvant donner lieu à une action en justice, n'est-ce pas, qui ont été publiées et qui étaient potentiellement fausses. Et je crois qu'en vertu de la loi du Mississippi, si vous avez affaire à une personne privée, cependant, je me demande s'il y a un argument à faire valoir s'ils ont affaire à des personnalités publiques ici, puisqu'elles sont mentionnées dans les médias. Mais une personne privée n'aurait qu'à démontrer que cette déclaration a été faite par négligence, pas ce que nous appelons en droit l'actuelle malice, comme si vous saviez que c'était faux, ou que cela a été fait avec un mépris téméraire. Bref, mettons ça de côté. Si quelqu'un est poursuivi, il devrait quand même coopérer avec les forces de l'ordre, dans le cadre d'une enquête criminelle ou d'une enquête criminelle potentielle. Il ne peut pas dire « Eh bien, je ne peux rien vous dire, détective John. » Parce que je suis poursuivi en ce moment où je risque un procès. Avez-vous déjà vu cela se produire ou compliquer la recherche d'informations, la recherche de témoignages? Non, non, je ne l'ai pas vu et je pense que vous avez raison. Je veux dire, il pourrait y avoir quelque chose dont je ne suis pas au courant, mais je crois vraiment que vous avez raison. Je ne pense pas que le civil, écoutez, juste parce que quelqu'un engage une procédure civile, ça ne veut pas dire que quelqu'un est coupable ou non coupable. Ça ne veut pas dire qu'il s'est passé quelque chose de mal. Je veux dire, c'est ce qui arrive tout le temps dans les procès. Vous savez, ils vont toujours défendre les intérêts de leurs clients. Donc, pour l'enquête elle-même, je ne vois pas comment ça va affecter cette enquête, ce que j'ai mentionné plus tôt. Ce que je pense que ça pourrait affecter, c'est vous savez, lors d'un procès civil, il y a la possibilité de communication des preuves, d'assignation à comparaître et ce genre de choses. Et ça va, vous savez, ça deviendra public. Et encore une fois, selon de quel côté vous vous situez ou quoi, vous savez, quel que soit l'avocat de la défense, je suis désolé, quel que soit l'avocat qui représente son client potentiel, malheureusement, nous avons tendance à orienter les choses en faveur de notre client ou de la personne que nous représentons ou du côté pour lequel nous plaidons. Et c'est la seule chose qui m'inquiète. Je ne pense pas que cela va affecter l'enquête initiale. Et je pense que vous avez raison. Je veux dire, écoutez, qu'il y ait un procès civil ou non, un client a ce droit. Une personne qui est suspecte a de toute façon le droit de garder le silence. Mais je ne pense pas que cela affectera quoi que ce soit d'autre. Je ne pense pas. Je peux me tromper. Et si on regarde les choses sous un autre angle? Donc, le Sun Herald rapporte que l'avocat Cox dit « Nous avons parlé à des témoins, recueilli des preuves et remis tout ce que nous avons aux autorités compétentes. Tout cela a été vérifié. » Voyez-vous des situations où les forces de l'ordre, leurs ressources, pourraient être limitées d'une certaine manière, mais qu'au cours d'un procès civil, au fil du travail d'un avocat, ils rassemblent des preuves, puis les transmettent aux forces de l'ordre? Je veux dire, c'est aussi une façon intéressante de voir les choses. Oui, vous savez, c'est drôle quand vous dites ça, et c'est un autre cas, mais de mémoire, je me souviens avoir enquêté sur un vol avec intrusion au domicile. C'était entièrement lié à la drogue. Et naturellement, les victimes, leurs avocats de la défense, craignaient qu'elles ne soient arrêtées pour possession de stupéfiants. Il y avait des preuves dans cette maison qui impliquaient les accusés, et cela ne pouvait guère rendre l'affaire plus solide. Et oui, tout ce qu'ils ont trouvé dans la maison a été remis aux forces de l'ordre. Nous avons pu utiliser cela lors du procès. Donc j'ai déjà vu ça arriver. Est-ce que ça arrive tout le temps? Je ne sais pas. Mais moi, personnellement, j'ai déjà eu affaire à ce genre de situation. C'est une situation intéressante. Il y a tous ces regards braqués là-dessus. Il y a énormément d'attention. Je l'ai déjà dit auparavant. Une chose à propos de Ben Crump. Je veux dire, il a attiré l'attention sur cette affaire, il a mis la pression sur les forces de l'ordre pour qu'elles fassent les choses correctement, et sur le bureau du procureur pour qu'il agisse de la bonne manière. Et écoutez, nous attendons en ce moment. Je ne connais pas l'état d'avancement de l'enquête du bureau du shérif. Je ne sais pas quand cela sera présenté à un grand jury. Nous sommes un peu dans une période d'attente ici, et j'imagine que c'est une position très très difficile et tendue pour les forces de l'ordre d'avoir toute cette attention portée sur elles de cette manière. N'est-ce pas? C'est le cas. Et la seule chose que je voudrais dire, vous savez, et il semble qu'ils font les choses correctement, je mets toujours en garde quand j'enseigne, je mets toujours en garde mes gars. Ne laissez jamais les médias, ne laissez jamais votre hiérarchie, ne laissez jamais qui que ce soit précipiter votre enquête. Notre travail est de mener une enquête complète et approfondie. Et dans cette affaire très médiatisée, je peux voir comment cela pourrait entraîner. Vous savez, cela pourrait, si les bons enquêteurs et la bonne hiérarchie dans cette agence de police ne font pas ce qu'il faut.
Mais il me semble, et encore une fois, je n'ai jamais parlé à qui que ce soit là-bas, donc je ne sais pas. Mais d'après ce que je vois, il semble qu'ils font ce qu'il faut. Ils prennent leur temps. Ils ne cèdent pas à la pression politique. Ils ne cèdent pas à la pression médiatique. Et je pense que c'est très très important. Tant que nous savons, en tant qu'enquêteurs, écoutez, nous n'allons pas nous laisser influencer par ces pressions extérieures. Nous allons mener une enquête complète et approfondie. Et bien sûr, c'est frustrant, mais c'est notre travail et c'est ce que nous devons faire. Et peu importe de quel camp vous parlez, que ce soit du côté des forces de l'ordre ou de cette enquête indépendante, tout le monde essaie de découvrir la vérité sur ce qui est arrivé à Nolan. Et écoutez, encore une fois, ça ne minimise rien. La famille veut des réponses. Ils veulent leur propre équipe. Ils veulent vérifier quels que soient les résultats de l'enquête de l'État. Et ils ont tout à fait le droit de le faire. Et j'espère que cette famille obtiendra, d'une manière ou d'une autre, les réponses qu'elle mérite. Nous ne savons pas combien de temps cela va prendre, mais nous allons continuer à suivre cette affaire. John Rappaport, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je vous en remercie vraiment. Je vous remercie. Merci. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Peacock de NBC. Si vous voulez me suivre sur X et Instagram, retrouvez aussi mon émission sur News Nation, Jesse Weber Live, du lundi au vendredi à 23h heure de l'Est. À la prochaine tout le monde.